Testons rapidement ton âge. Si tu sais ce qu'est ce morceau de plastique carré, tu as dû utiliser un ordinateur dans les années 90. Bingo! Il s'agit d'une disquette, l'ancêtre du cloud et des clés USB. La première disquette a été inventée par IBM dans les années 60 et on pouvait y stocker jusqu'à 360 kilooctets de données. Elle a reçu le surnom anglais de floppy disk parce que la disquette d'origine était emballée dans une enveloppe en plastique souple. Elle a rapidement été remplacée par un boîtier plus rigide qui contient toujours les disquettes standards de 3,5 pouces. Une fois inséré dans le lecteur de ton ordinateur, il utilise une tête de lecture-écriture pour encoder magnétiquement des données sur la surface du disque sous la forme de minuscules pointes magnétiques. Ces points représentent le code binaire, le langage des ordinateurs. Lorsque tu souhaitais accéder à tes données, la tête de lecture-écriture balayait la surface du disque et traduisait ces points magnétiques en fichiers. Bien que sa capacité maximale soit de moins de 3 mégaoctets, la disquette est toujours utilisée aujourd'hui et pas seulement en tant qu'icône de sauvegarde sur ton ordinateur portable. La technologie des disquettes est encore utilisée dans certains avions. Par exemple, le Boeing 747-400, pour stocker et transférer des données. Les logiciels utilisés dans ce domaine sont parfois anciens et incompatibles avec les dispositifs de stockage modernes, si bien qu'il n'y a pas d'autre solution que de s'en remettre aux disquettes. Certaines industries, comme les entreprises de broderie, doivent faire de même, car leurs machines vivent elles aussi dans le passé. C'est pourquoi on trouve encore des services qui rachètent des disquettes dont on ne veut plus et les revendent après les avoir nettoyées. Une disquette a beaucoup de points communs avec une cassette audio. Toutes deux ont une fine base en plastique, peuvent enregistrer instantanément des informations, être utilisées plus ou moins à l'infini et sont peu coûteuses. C'est la raison pour laquelle la cassette est encore très utilisée aujourd'hui. En 2016, le magazine Rolling Stone a publié une interview du propriétaire de la National Audio Company, un fabricant de cassettes qui en vendait environ 100 000 exemplaires par jour. Ils recevaient des commandes de toutes sortes d'artistes et de styles musicaux. Il était même possible d'obtenir un album de Justin Bieber sur cassette. Outre son prix modique, cette ambiance rétro-cool doit être à l'origine de sa popularité. Les beepers sont une invention du milieu du XXe siècle, qui a d'abord été utilisée par les médecins de la région de New York. Ils payaient $12 par mois pour ce service et recevaient des messages dans un rayon de 40 km autour de la seule tour émettrice. Ce petit engin est devenu incroyablement populaire dans les années 80 et 90. Et au cas où son bip sonore t'aurait échappé, il est toujours là, utilisé par les ambulanciers, les médecins et les sauveteurs en mer. Les beepers peuvent durer une éternité avec une seule charge, contrairement aux problèmes de batterie des smartphones que nous connaissons tous trop bien. De plus, ces gadgets peuvent résister au choc, ce qui les rend parfaits pour ceux qui travaillent dans des environnements difficiles. Ils sont également beaucoup plus faciles à utiliser que nos smartphones sophistiqués, ce qui est un avantage pour les personnes âgées. De plus, au lieu de dépendre des tours de téléphonie cellulaire, les beepers utilisent la bonne vieille radio FM pour envoyer des messages. Cela les rend très fiables, en particulier dans les zones non desservies par le Wi-Fi ou le réseau téléphonique, comme la campagne ou la nature sauvage. C'est aussi utile pour les ornithologues au Royaume-Uni qui comptent sur ces beepers pour obtenir des informations instantanées sur les oiseaux rares. Peut-être l'un des plus vieux gadgets du monde, le boulier, est encore utilisé aujourd'hui. Il semblerait que sa première version remonte à 2400 ans avant notre ère. Les Babyloniens utilisaient une pierre plate recouverte de sable ou de poussière. Ils dessinèrent des mots et des lettres dans le sable, puis on finit par ajouter des chiffres et des cailloux pour faciliter les calculs. Au fil des siècles, les cultures du monde entier ont développé leur propre version de cet engin, de l'Égypte et de la Grèce aux Indes, en passant par le Japon et jusqu'aux Amériques. Des millions de personnes issues de ces cultures et d'autres utilisent encore le boulier au XXIe siècle. L'une des principales raisons en est que le boulier ne dépend pas de l'électricité et qu'il est super bon marché par rapport aux gadgets modernes. C'est un outil formidable pour enseigner les mathématiques à la jeune génération, car il est très intuitif. Il n'est pas nécessaire de mémoriser des tables de multiplication à n'en plus finir. Tout est là, juste devant toi. Dans certains cas, un boulier peut même surpasser une calculatrice. Tu peux entrer des chiffres sur cet ancien outil plus rapidement que sur une calculatrice. Mais il sera toujours plus lent pour les mathématiques plus complexes comme la division ou le calcul des cubes. Au XIXe siècle, l'Écossais Alexander Bain a décidé de trouver un moyen d'envoyer non seulement des signaux, mais aussi des images par câble. En tant qu'horloger, il était doué en mécanique et a mis au point ce qu'on appelle le télégraphe chimique. Il a utilisé les signaux électriques que les opérateurs de télégraphe envoyaient déjà. Ces signaux voyageaient à travers un papier spécial imbibé d'un produit chimique.
Lorsque les signaux touchaient le papier, le produit chimique s'évaporait, laissant derrière lui des marques de code Morse. C'est ainsi qu'avant même le téléphone, Bain a inventé le grand-père du fax moderne. Le descendant de cette technologie est encore utilisé dans la majorité des hôpitaux américains. Il dispose, bien sûr, de dossiers numériques, mais il ne les partage pas avec d'autres institutions dans une immense base de données numériques. Ainsi, lorsqu'ils doivent envoyer les données d'un patient, ils le font à l'ancienne. Ils impriment, par exemple, une échographie et l'envoient ensuite par télécopieur. Cette méthode fonctionne également pour les différents services d'un même hôpital. Comme de nombreux jeunes employés n'ont jamais vu un fax de leur vie, le processus ne se déroule pas toujours de manière fluide et rapide. Avant d'être lancé dans l'espace, un objet subit toute une série de tests pour s'assurer qu'il peut supporter les radiations cosmiques qui s'y trouvent. Mais la plupart des objets de haute technologie qui flottent actuellement dans l'espace ont été mis au point il y a plus de 10 ans. Tous ces satellites et autres engins spatiaux sont généralement bien en retard par rapport aux dernières technologies grand public. Ton smartphone est probablement plus avancé que le rover Curiosity qui explore la planète Mars. Il fonctionne à l'aide d'un processeur qui ressemble beaucoup à celui des iBooks de la fin des années 90. La raison en est que les engins spatiaux doivent être extrêmement fiables et qu'ils utilisent donc des composants qui ont fait leurs preuves. As-tu un frisson de nostalgie lorsque tu entends le son de ton ordinateur se connectant à Internet par l'intermédiaire d'une ligne téléphonique? Si tu n'as aucune idée de ce dont on parle, il s'agit d'une connexion à distance, utilisant un modem qui agit comme un pont entre ton ordinateur et la ligne téléphonique. Lorsque tu voulais surfer sur le web, ton ordinateur composait un numéro spécial fourni par ton fournisseur d'accès Internet. Ce numéro menait à leurs serveurs informatiques. La connexion était beaucoup plus lente que celle à laquelle nous sommes habitués aujourd'hui et émettait un son strident pendant tout le processus. Rien qu'en Amérique, des millions de personnes utilisent encore cette technologie pour accéder au web. Ils sont obligés de le faire parce que, dans de nombreuses zones rurales, il n'y a tout simplement pas d'autre choix. L'un de ces ordinateurs qui occupe toute la place dans les livres d'histoire est toujours en activité dans les bureaux de l'entreprise de filtration d'eau Sparkler Filters au Texas. Il s'agit d'un IBM de 1948, sans mémoire, qui utilise des cartes perforées pour ses calculs. Il peut lire des cartes perforées à une vitesse comprise entre 80 et 150 par minute. Il a également besoin que les programmes soient physiquement câblés à son tableau de connexion. Après avoir accompli chaque tâche, il te faut fermer le programme. Pour les logiciels, l'ordinateur s'appuie sur un programme appelé MoCAS, qui existe depuis 1958 et qui permet de suivre les contrats et les paiements. Au fil des ans, MoCAS a subi quelques modifications, comme l'accès à l'écran vert, que tu as peut-être vu dans les banques ou les compagnies aériennes. Ils ont également ajouté d'autres éléments, notamment de nouvelles interfaces, pour que le programme puisse fonctionner plus longtemps que quiconque ne pourrait l'imaginer. Cet ordinateur de première génération gère encore environ 3 000 milliards de dollars de transactions pour 340 000 contrats. On a envisagé de le remplacer, mais le coût en serait beaucoup trop élevé.